Bonjour. Dans certains cas de distribution de charge, on peut calculer le champ électrostatique E en utilisant le théorème de Gauss. Dans quel cas on peut appliquer ce théorème? Ce théorème est applicable lorsque la distribution charge possède suffisamment de symétrie et d'invariance, de telle façon que le champ E, il dépend d'une seule variable et il est porté par une seule direction. Généralement, le théorème de Gauss, il est applicable dans le cas, par exemple, d'un fil infini, d'un cylindre infini, d'un plan, ou bien une distribution volumique comprise entre deux plans. Ou bien sûr, dans le cas d'une sphère. Généralement, pour ces cas-là, ils possèdent un axe de révolution, donc ils sont traités dans le système de coordonnées cylindriques, et pour la sphère, elle possède un centre de symétrie, donc on utilise ici le système de coordonnées sphériques. Donc, pour comprendre comment on utilise le théorème de Gauss, je vais prendre le cas le plus simple, c'est le cas du fil infini. Donc, je vais considérer un fil de longueur infinie porté par l'axe dz. Ce fil, il contient donc une densité linéaire de charge lambda uniforme, et je vais chercher le champ électrostatique E en tout point M de l'espace. Donc, pour appliquer le théorème de Gauss, on doit commencer par choisir le système de coordonnées. Généralement, on va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est le choix du système de coordonnées. Le choix du système de coordonnées, donc on remarque bien que le fil possède un axe de révolution, donc on va utiliser le système de coordonnées cylindriques. La deuxième étape, c'est de déterminer les plans de symétrie. C'est quoi les plans de symétrie? Les plans de symétrie, donc, ce sont des plans qui divisent la distribution en deux parties égales et qui passent par le point M. Si je représente ici le système de coordonnées cylindriques au point M, ça c'est bien sûr le UR, donc de l'axe de révolution vers le point M. Ça c'est le UZ, et d'après la règle de tire-bouchon, donc le Uθ, il doit être comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme plan de symétrie? Pour le fil, c'est un fil infini. Il y a le plan qui divise le fil en deux parties égales comme ça. Ce plan-là, il passe par le point M et divise le fil en deux parties égales. C'est le plan MUR UZ. Ça, c'est un plan de symétrie. C'est le plan MUR UZ. Il y a aussi le plan qui divise le fil comme ça. C'est un plan qui divise le fil en deux parties égales, mais horizontalement, et puisque le fil est de longueur infinie, donc tout plan horizontal, il peut diviser le fil en deux parties égales. C'est un plan donc qui passe par M, par UR et par Uθ. Ça, c'est aussi un plan de symétrie. Le Uθ UZ maintenant. Uθ UZ, donc, si je prends ici, ça c'est le fil, ça c'est le UR et Uθ, l'UR bien sûr de l'axe vers le point M, ça c'est le UR, ça c'est le UZ et ça c'est le Uθ. Pour le UR UZ, on remarque bien qu'il divise le fil en deux parties égales et passe par le point M.
Pour le UR Uθ, kiff kiff, il divise le fil en deux parties égales et passe par le point. Mais pour le Uθ UZ, s'il passe par le point M, il ne divise pas le fil en deux parties égales. Et s'il divise le fil en deux parties égales, il ne passe pas par le point M. Donc le Uθ UZ n'est pas un plan de symétrie. Seulement le UR UZ et le UR Uθ sont des plans de symétrie pour la distribution charge. Et d'après le principe de Curie, puisque ce sont des plans de symétrie pour la distribution charge, ce sont aussi des plans de symétrie pour l'effet, c'est-à-dire pour le champ E. Pour l'effet qui est donc le champ E. Donc, le champ E, il est porté par l'intersection de ces deux plans, puisqu'il est inclus dans ces deux plans. Donc, le champ E, il est porté par UR. La troisième étape, on va déterminer les invariances. Les invariances, bien sûr, puisque le fil est infini, donc toute translation le long de UZ laisse la distribution charge invariante, et toute rotation d'un angle θ qui laisse la distribution charge invariante. Donc, on dit que toute translation de l'angle OZ laisse la distribution charge invariante, toute rotation d'un angle θ autour de OZ laisse la distribution invariante. Donc, le champ E, il dépend seulement de R. On a trouvé que le champ E dépend seulement de R, il est porté par R, donc finalement, je peux dire que le champ E, il dépend de R, porté par UR. Ça, c'est presque donc le début de l'application du théorème de Gauss. Si on ne trouve pas que le champ E dépend d'une seule variable et porté par une seule direction, on ne peut pas appliquer le théorème de Gauss. Quatrième étape maintenant, c'est le choix de la surface de Gauss. Le choix de la surface de Gauss. La surface de Gauss, c'est quoi? La surface de Gauss, puisqu'on utilise le système de coordonnées cylindriques, c'est un cylindre. Si on utilise le système de coordonnées sphériques, c'est une sphère. Donc la surface de Gauss, c'est un cylindre. Donc, de rayon R, de hauteur H, et d'axe OZ. Donc, la surface de Gauss, c'est un cylindre de rayon R de hauteur H, d'axe OZ, c'est-à-dire, c'est un cylindre de longueur finie, et non pas infinie. C'est pas comme le fil. Le fil, pour appliquer le théorème de Gauss, le fil, il doit être infini, mais la surface de Gauss, c'est un cylindre de longueur finie. Un cylindre de longueur finie. Donc, on a défini donc la surface à travers laquelle on va appliquer le théorème de Gauss. Ben, c'est quoi le théorème de Gauss? Le théorème de Gauss dit que Gauss, il dit quoi? Que le flux à travers une surface fermée, c'est-à-dire l'intégrale double à travers une surface fermée du champ E scalaire ds est égal à la somme des charges intérieures à cette surface divisé par epsilon 0. Donc, pour poursuivre l'application du théorème de Gauss, il faut comprendre en premier temps c'est quoi le flux. C'est quoi le flux? Alors, lorsqu'on a parlé au début de ce chapitre d'une charge ponctuelle, par exemple, si la charge ponctuelle est positive, donc il y a des lignes de champ qui divergent de cette charge. Si je vais définir ici une surface, il y a bien sûr des lignes de champ qui traversent cette surface et des lignes de champ qui passent en dehors de cette surface. Le flux, c'est quoi? Physiquement, le flux, c'est le nombre de lignes de champ qui traversent cette surface par unité de temps. Physiquement, c'est le nombre de lignes de champ. Si on peut donc les sommer 1, 2, 3, 4. Mais bien sûr, puisqu'on
c'est une sommation qui n'est pas donc discrète. On ne peut pas donc calculer le nombre des lignes de champ 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une sommation continue. Pour calculer donc le flux, on doit utiliser l'intégrale, le calcul intégral. C'est la somme continue, c'est la sommation continue. Donc, c'est une intégration à travers une surface fermée. Et par exemple, le disque n'est pas une surface fermée. Une surface fermée, elle doit être fermée. C'est-à-dire un cylindre, par exemple, fermé. Ces deux bases sont fermées. Ou bien une sphère, toute une sphère, kiff, c'est une sphère fermée. Mais le disque, par exemple, ou bien même un cylindre qui possède une seule base, n'est pas une surface fermée. N'est pas une surface fermée. Ben, donc, je reviens. Pour le choix de la surface de Gauss, le cylindre de Gauss, il doit être donc, de hauteur finie pour qu'on obtienne une surface fermée, et la surface latérale du cylindre, elle doit passer normalement par le point M où on veut calculer le champ électrostatique E. Comme ça, on a bien choisi la surface de Gauss. Après le choix de la surface de Gauss, on doit passer au calcul du flux. Au calcul du flux. Le flux, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'intégrale double à travers la surface de Gauss qui est une surface fermée de E scalaire ds. Lorsqu'on dit que la surface de Gauss est un cylindre fermé, c'est-à-dire qu'il contient une surface latérale et deux bases. Une surface latérale et deux bases. Donc c'est l'intégrale double de E scalaire ds latéral plus l'intégrale double de E scalaire ds base 1 plus l'intégrale double de E scalaire ds base 2. Donc, ça c'est par exemple la base 1, ça c'est la base 2. Pourquoi j'ai divisé donc le système en deux bases? Parce que le ds base, il est porté normalement par la normale à la surface. Et la normale à la surface, elle est dirigée toujours vers l'extérieur. Donc, pour la base 1, le vecteur ds, il est porté par uz, mais pour la base 2, le vecteur ds, il est porté par moins z. Pour le ds latéral, il est aussi perpendiculaire à la surface latérale. Donc, le ds latéral, c'est quoi? C'est le r dθ dz fois ur. Le ds base 1, c'est le r dr dθ fois uz. Et le ds base 2, voilà, le ds base 2, c'est le moins r dr dθ fois uz. Bien sûr, puisque le champ E est porté par UR et les ds bases sont portées par UZ, le produit scalaire UR scalaire UZ est nul, donc ces deux quantités-là sont nuls. Il me reste quoi donc? Il me reste seulement l'intégrale double de E scalaire ds latéral. Donc le flux finalement, c'est l'intégrale double de E, le champ E qui dépend de R porté par UR, scalaire donc R dr dz fois UR. UR scalaire UR bien sûr c'est égal à 1. Les variables d'intégration ici sont le θ et le z. Donc tout ce qui ne dépend pas de θ et de z, c'est une constante qu'on peut la faire sortir de l'intégrale. Donc le r c'est une constante et le e qui dépend seulement de r sont des constantes. Il me reste donc l'intégrale de dθ, l'intégrale de dz entre 0 et h, entre 0 et 2π. C'est égal donc de pi r h fois e. Ça c'est le flux à travers le cylindre de Gauss. Maintenant,
Je vais passer à la dernière étape, c'est l'application du théorème de Gauss. L'application du théorème de Gauss. L'application du théorème de Gauss. Donc, la première moitié du théorème, c'est déjà calculé. Je vais passer maintenant à la deuxième moitié, c'est la somme des charges intérieures. Lorsque je dis somme des charges intérieures, c'est intérieur à quoi? Ce sont les charges qui sont intérieures à la surface de Gauss. À la surface de Gauss. C'est-à-dire les charges qui se trouvent ici. Parce que les charges, dans notre cas, ils se trouvent sur ce fil-là. C'est un fil infini chargé qui porte la densité de charge lambda. Mais je vais m'intéresser seulement aux charges qui se trouvent ici, à l'intérieur de la surface. Les charges qui se trouvent ici ne sont pas utiles pour moi. Donc, les charges intérieures, puisque ce sont des charges linéiques, donc, somme des charges intérieures à la surface de Gauss, c'est l'intégrale de lambda dl, c'est-à-dire l'intégrale de lambda dz, entre bien sûr 0 et h. H, c'est la hauteur du cylindre de Gauss. Donc, c'est égal lambda fois h. En appliquant maintenant le théorème, le flux qui est égal à 2pi r h fois E est égal à la somme des charges intérieures divisée par epsilon 0. En simplifiant le h, donc le champ E, c'est égal lambda sur 2pi epsilon 0 r. Et, à la fin, bien sûr, on doit donner donc l'expression vectorielle du champ E, donc je dois ajouter le vecteur unitaire déterminé dans la deuxième étape, en utilisant donc les plans de symétrie de la distribution. Pour le potentiel V, bien sûr, on peut utiliser la relation pour le potentiel V. Je vais utiliser la relation entre E et V. E est égal moins grade de V. Bien sûr, je vais utiliser l'expression du gradient en coordonnées cylindriques. Le gradient, c'est quoi? Donc, c'est moins la dérivée de V par rapport à R, moins 1 sur R dérivée de V par rapport à θ, et moins dérivée de V par rapport à Z. Puisque le champ E dépend seulement de R, donc cette quantité est nulle, cette quantité est nulle, et cette quantité, ça représente bien le champ E. Je peux écrire donc que le E est égal à moins dérivée de V par rapport à R en vecteur, c'est porté par UR, c'est-à-dire que le potentiel, c'est moins l'intégrale de E fois dr, c'est-à-dire moins lambda sur 2pi epsilon 0, l'intégrale de dr sur R, c'est-à-dire moins lambda sur 2pi epsilon 0 fois ln log népérien de R, plus bien sûr une constante d'intégration qu'on peut la déterminer si je vous donne une constante d'intégration. C'est bon donc, je vous remercie et à la prochaine.